Donc oui, je vais parler de permutation creuse avec une bonne uniformité différentielle. C'est un travail qui a été publié récemment et qui est disponible en ligne et que j'ai fait avec Pascal Charpin et Goar Kiourigan. Donc ça c'est le plan. Donc basiquement, je vais faire quelques rappels, introduire le contexte. Je vais faire un petit état de l'art de ce qui a été fait avant. Et je vais présenter que quelques-uns des résultats, puisqu'il y en a pas mal en fait, et du coup je vais présenter deux classes significatives et quelques petits résultats à côté. Donc tout d'abord, le contexte, c'est qu'on essaye de faire du design de block cipher. Alors rapidement, un block cipher, qu'est-ce que c'est? C'est une fonction qui prend en entrée un message d'une certaine taille et qui sort un chiffré de la même taille, et qui est paramétré par un secret qui est la clé, qui est de taille k. La restriction, c'est qu'il faut que quand on fixe le paramètre k, la fonction ici soit une permutation, évidemment, puisqu'on veut déchiffrer. Donc le problème, c'est qu'en général, on a des tailles d'entrée de messages de 64 bits ou plus, typiquement, et des clés qui font plus de 80 bits. Et donc en fait, ce qu'on chercherait à faire, ça serait faire une famille de fonctions de 2 puissance 80 permutations qui permuteraient 2 puissance 64 éléments, ce qui n'est évidemment pas possible à faire tel quel, quoi. On peut pas générer de telles permutations aussi grosses et autant. Donc ce qu'on va faire par exemple, c'est la construction de réseaux de substitution permutation. C'est une construction qui va nous aider à faire ça. Donc ça consiste en quoi? Ça consiste à répéter une même couche un certain nombre de fois, qui est laissé au choix du designer pour faire des compromis performance-sécurité. Chaque couche qu'on appelle un tour donc, est composée de 3 étapes. La première étape, c'est l'addition de la clé. Donc on additionne bit à bit un morceau de la clé secrète qui a été étendu suivant le nombre de tours qu'on veut faire. Ensuite, on applique en parallèle une ou plusieurs boîtes S, des boîtes de substitution, qui sont en fait des permutations non linéaires et qui vont intégrer un critère important de sécurité dans le chiffrement par bloc qu'on veut designer et qui vont créer en fait la confusion. On va mélanger des mots du message d'entrée en parallèle. Et enfin, la dernière étape, c'est une permutation linéaire qui va nous permettre la diffusion bit à bit en fait, des différentes sorties des boîtes S. On va mélanger en fait, de manière linéaire les boîtes S entre elles juste pour créer de la diffusion. Et ainsi, quand on va faire plusieurs étapes, on va avoir de la sécurité suffisante, tout du moins. Et donc, bien évidemment, comme tout est inversible ici, pour déchiffrer, il suffit de faire les opérations dans le sens inverse et donc de connaître aussi l'inverse de la permutation S. Et donc, dans ce travail, on s'intéresse au design plus précis de fonctions S, puisqu'on peut en pratique mieux décrire ces permutations-là, puisqu'on est dans des espaces plus petits. Et donc, on va voir que ces permutations, il faut qu'elles soient non linéaires et qu'elles vérifient quelques critères cryptographiques. Donc tout d'abord, parce qu'on fait des maths, on va décrire les boîtes S comme des fonctions en représentation polynomiale univariée. Donc plutôt que de regarder des fonctions vectorielles avec des coordonnées booléennes ici, des fonctions booléennes qui seront les coordonnées, on va regarder plutôt un polynôme univarié dans le corps fini. On va définir les fonctions composantes, comme les traces de lambda f, où la trace c'est la trace absolue sur f2. Et en fait, toutes ces fonctions-là, c'est toutes les combinaisons linéaires dans F2 des fonctions coordonnées. Donc si on fait toutes les combinaisons linéaires de ces fonctions-là, dans F2, on obtient toutes ces fonctions-là dans une autre représentation, dans la représentation du corps fini. C'est quelque chose qui va être important, puisque par exemple, on sait qu'une permutation, f, ça sera une permutation si et seulement si toutes ces fonctions booléennes, puisque c'est des fonctions booléennes, toutes ces fonctions booléennes sont équilibrées. Ça veut dire qu'elles auront autant de 0 et de 1 dans leur image. Ensuite, on définit le degré algébrique, parce qu'on a un polynôme, donc on a un degré polynomial, mais ce qui est intéressant, c'est le degré algébrique qui est hautement relié au degré multivarié des fonctions booléennes qu'il y a derrière ces fonctions. Et on le définit en fait comme le poids de Hamming binaire des exposants qui ont un coefficient non nul. On va dire aussi qu'une fonction, elle est creuse.
si seulement quelques-uns des coefficients sont non nuls. Alors l'intérêt de faire des permutations creuses, c'est d'un point de vue d'implémentation, puisque on peut imaginer qu'on ne va pas pouvoir mettre les S-box en table comme ça peut se faire. On est par exemple contraint en mémoire. Et du coup, on va vouloir faire les opérations, et pour faire le minimum d'opérations, pour être assez efficace, on va vouloir faire le minimum de multiplication ou d'addition dans cette représentation-là ou dans une représentation multivariée. Donc c'est pour ça qu'on va en chercher des creuses. Puis en plus, ça tombe bien puisque c'est plus facile à étudier. Donc le premier critère de cryptographie qu'on va regarder, c'est l'uniformité différentielle. Donc l'uniformité différentielle d'une fonction f, on la définit comme le nombre maximal de solutions de cette équation-là pour tous les a et tous les b. C'est en fait évidemment relié aux attaques différentielles, puisque si on insère une différence a en entrée de la fonction f, on regarde le nombre de fois où on va avoir la différence b en sortie. Évidemment, on cherche le maximum de ça, et pour avoir un bon critère cryptographique, on va essayer de minimiser cette valeur-là. Donc la valeur minimale, elle est atteinte pour delta f égale 2, puisque on a caractéristique 2, puisque x est solution, x plus a est aussi solution, donc ce sera 2. Et dans ce cas-là, on dit que les fonctions sont APN, ou presque parfaitement non linéaires. Les fonctions APN donc, ont la résistance optimale contre les attaques différentielles. Et il y a un autre fait assez intéressant, c'est que c'est assez difficile et elles sont à construire, et c'est assez rare les fonctions APN. Et donc, quand n est impair, en fait, on en connaît des classes de permutation APN. Il y en a très peu, mais on en connaît quelques-unes, mais ça reste assez rare. Et quand n est pair, en fait, on connaît qu'une seule APN permutation, une permutation APN, pardon. C'est la fonction de Dillon quand n égale 6, qu'il a présentée en 2009. Et donc, ça montre bien que c'est relativement rare. Et du coup, quand on va essayer de construire des fonctions f, on va essayer peut-être pas d'avoir APN, mais d'avoir quelque chose de très bas, donc 4 ou 6, c'est déjà très bien pour des applications cryptographiques. Le deuxième critère, c'est la non-linéarité. Alors, la non-linéarité, j'en parlerai un tout petit peu moins, puisqu'on s'est moins concentré sur cet aspect-là dans ce travail, mais c'est quand même quelque chose d'important. Et en fait, donc on l'a défini par cette équation-là. Il doit y avoir des valeurs absolues ici, plutôt sur le maximum. Mais en gros, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on va regarder le poids de Hamming de ces fonctions booléennes-là. Le poids de Hamming d'une fonction booléenne, c'est juste le nombre de 1 dans l'image. Et ces fonctions booléennes-là, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est les traces de alpha f, donc les fonctions composantes, plus les traces de bêta x, les fonctions linéaires. Et en fait, ce qu'on cherche à faire, c'est à maximiser la distance entre les fonctions composantes et les fonctions linéaires. Et plus on va être loin des fonctions linéaires, plus on va avoir une meilleure non-linéarité. Et donc cette meilleure non-linéarité, elle est atteinte pour cette valeur-là. Et dans ce cas-là, on dit que les fonctions sont presque courbes. Les fonctions presque courbes, elles résistent de la meilleure manière aux attaques linéaires. Elles existent quand n est impair, puisqu'on a ce terme ici. Et un autre fait rigolo, c'est que toutes les fonctions presque courbes sont aussi presque parfaitement non linéaires. La réciproque n'est pas vraie. Bien. Ensuite, on a des propriétés d'invariance. Donc, si on a une permutation, si f est une permutation, en fait, son inverse pour la composition, donc l'inverse de la fonction, quoi, aura la même uniformité différentielle et la même non-linéarité. Et on a aussi une équivalence de fonctions affines, l'équivalence affine étendue, pardon, qui va respecter, enfin qui va préserver, pardon, l'uniformité différentielle et la non-linéarité. Donc l'équivalence affine, c'est juste qu'on permute de manière affine les images et les antécédents, et on rajoute une fonction affine à la fin, et on a du coup, f et g auront les mêmes deux critères ici. Donc dans les travaux qui ont été faits avant, je vais notamment parler des constructions de permutations par échange de composantes booléennes, donc des composantes d'une fonction. Ça a été un travail qui a été initié par Pascal Charpin et Gouard Kuregan dans une série de papiers il y a quelques années. Et en fait, en gros, je vais expliquer ce que ça veut dire. Donc en fait, si on prend une permutation g et qu'on prend une fonction booléenne, la fonction f qui est g plus gamma f pour un certain gamma sera une permutation si et seulement si
on a cette relation-là. En fait, cette relation-là, ça veut dire que gamma est une zéro structure linéaire de f rongé moins 1. Et en fait, pourquoi on appelle ça par échange de composantes? Si on regarde les composantes de f, en fait, on se rend compte que c'est les composantes de g plus une trace fois fois une fonction booléenne. Et en fait, ça veut dire que cette trace-là, elle va valoir 0 la moitié du temps et 1 l'autre moitié du temps pour tous les lambda. Donc, ça veut dire que sur la moitié des composantes linéaires de G, on va rajouter une fonction booléenne, et donc c'est pour ça qu'on dit qu'on fait un échange de composantes linéaires. Booléennes, pardon. On échange la moitié des composantes. Et donc ça, c'est un premier résultat pour construire des permutations à partir d'une permutation. Et donc, elles ont aussi montré un fait important, c'est que l'uniformité différentielle de la fonction qu'on vient de construire, ça peut être au plus que 2 fois l'uniformité différentielle de la permutation de base. Ça veut dire que quand on va échanger des composantes booléennes, on ne va pas augmenter tant que ça, a priori, l'uniformité différentielle. Donc si on a une bonne permutation à la base, en échangeant, on va quand même avoir une bonne permutation à l'arrivée. Donc elles ont aussi restreint le cas aux permutations creuses. Donc le moyen de faire des permutations le plus creuses par échange de composantes, c'est de prendre un monome ici et de prendre des fonctions booléennes qui sont définies par un seul monome. Et donc dans ce cas-là, on a une permutation si ce monome-là définit une permutation, si t vérifie une certaine forme, et si on a soit A, soit B. Donc A, ça veut dire que S est dans la même classe cyclotomique que T, donc du coup la trace de gamma doit être égale à 0. Bref, je passe un peu les détails. Et là, dans ce cas-là, il faut gamma dans un sous-corps avec cette trace qui est nulle. Donc ça, c'est des propriétés qui sont intéressantes où elles ont dit dans le cas où on ne pourrait pas construire de permutation. Par exemple, si n est pair et que le monome est APN, alors on ne peut pas avoir de permutation puisque quand n est pair, les monomes APN ne sont pas des permutations. Et donc ça contredit une condition du théorème. Et si n est impair avec i et n premiers entre eux, ça ne peut pas être une permutation non plus, parce que ça voudrait dire qu'ici, il faudrait prendre gamma égale 1 dans le bon sous-corps, et trace de 1, ça ne peut pas être nul. Donc dans ces deux cas-là, on ne peut pas avoir de permutation. Et elles ont aussi montré, ça c'est anecdotique, que les fonctions de cette forme-là ne peuvent pas être des permutations pour les bons i et j. Donc maintenant, ce qu'on a fait, puisqu'on regarde des permutations et que dans la construction de SPN, on va avoir besoin des inverses, on s'est dit quelles vont avoir la tête des inverses. Qu'est-ce que ça va être? Est-ce qu'on peut dire quelque chose sur les inverses? Donc oui, a priori, dans le cas le plus général qui est ce cas-là, parce que f en fait c'est la composée de q rongé avec q cette fonction-là, et comme gamma c'est une structure linéaire de cette fonction-là, on a que q est involutif. Donc c'est sa propre inverse, et donc l'inverse de f, ça devient g-1 rond q. Donc ça, c'était pas, a priori, c'est pas, ça se vérifie assez bien. Dans le cas où on a des monomes, dans nos permutations creuses, en fait, c'est à peu près pareil. On prend sigma à l'inverse multiplicatif de s modulo 2 puissance n-1, on applique le résultat précédent, et en développant, on se rend compte qu'on a une équation de cette forme-là, un polynôme de cette forme-là. Ça veut dire que J, l'écriture binaire de J est recouverte par l'écriture binaire de sigma, comme défini ici. Et en fait, le fait intéressant ici, c'est que si le poids de Hamming de sigma, donc le degré algébrique de l'inverse de x puissance s, si le poids de Hamming ici est élevé, d'une permutation creuse, on passe à une inverse qui ne sera plus très creuse, parce qu'ici, on va avoir énormément de termes, et du coup, l'inverse ne sera pas très creuse. Et du coup, on a une relation entre le degré algébrique de l'inverse et sa densité en coefficient. Donc c'est quelque chose d'assez intéressant. Et réciproquement, si sigma est de poids faible, ici on va avoir une permutation creuse et son inverse sera creuse aussi. Donc ça c'est assez intéressant, c'est quelque chose qui peut s'avérer utile. Donc maintenant je vais présenter une première classe spéciale de fonctions. C'est si on prend juste une trace de x. Donc dans ce cas-là, en fait, on se rend compte que S doit être l'inverse d'une quadratique, l'inverse d'un exposant du type de 2i plus 1, avec certaines conditions sur le GCD et sur le gamma dans un sous-corps et ainsi de suite. Et la forme de l'inverse sera creuse aussi, parce que
parce que l'inverse de S, ça sera 2i plus 1 qui est un poids faible, et comme je viens de le dire, l'inverse sera creuse, et on le voit bien ici. Ensuite, on a des résultats importants sur l'uniformité différentielle, puisqu'en fait, ici, on est dans l'équivalence affine de ce monôme-là, qui est lui-même l'inverse d'un exposant quadratique. En fait, on a les mêmes propriétés différentielles que l'exposant quadratique. Sauf qu'en inversant, on n'est plus dans l'équivalence affine du monôme quadratique. Pareil pour la non-linéarité. Donc ça, c'est des choses qu'on l'on sait. C'est des choses qui ont été travaillées sur les exposants quadratiques. Donc on vient de déformer en fait une fonction quadratique en une fonction un petit peu plus creuse, où on vient de mettre de la structure. Et le degré de cette fonction-là, en fait, c'est quelque chose qu'on a étudié avec Guar-Kurgan. Enfin, le degré, donc le poids de S ainsi que la forme binaire de S, en fait, c'est quelque chose qu'on a fait l'année dernière et que j'ai présenté au C2 précédent. Donc je n'y reviendrai pas, mais en gros, le degré algébrique de la fonction f, ça sera donné par cette formule-là. Et le degré de l'inverse, puisqu'on a une fonction linéaire ici fois une quadratique, là, ça sera un degré 3. Donc ça, déjà, on a des fonctions là qui vérifient à peu près tout ce qu'on veut. A priori, on peut avoir une bonne uniformité différentielle, une bonne non-linéarité et des degrés algébriques qui sont tout à fait corrects et avec des formes qui sont très creuses, donc très facilement implémentables, a priori. Donc de manière plus concrète, si on prend n égale 2m avec m impair, on prend in, le GCD égale à 2, on s'affranchit du 2 puissance j ici, qui veut juste dire qu'on prend un élément dans la classe cyclotomique, donc on peut prendre j égale 0 sans restriction. Et donc là, on prend gamma dans F4 tel que cette trace vaut 0. Donc ça veut dire en fait qu'on est obligé de prendre gamma égale à 1. Et donc on se retrouve avec un polynôme creux à coefficient dans F2 et avec un degré algébrique m, n sur 2, une uniformité différentielle 4, une non-linéarité qui est proche de ce qu'on peut faire de mieux, et une inverse qui est aussi à coefficient dans F2 du coup, et qui est très creuse. Donc là, on a typiquement une fonction qui vérifie tout ce qu'on voulait à la base. Donc on peut aussi faire pareil. Donc là, je vous présente une deuxième classe, c'est quand on prend la fonction inverse. Donc la fonction inverse, c'est dans le corps, hein, c'est celle qui inverse multiplicativement. Mais avant de commencer, en fait, les permutations creuses, on va regarder dans le cas plus général. On a montré en fait que si on échange les composantes booléennes de la fonction inverse, l'uniformité différentielle, ça sera 2 ou 4 quand n est impair et 4 ou 6 quand n est pair. Donc ça va être difficile de raffiner plus que ça l'uniformité différentielle dans des cas particuliers pour f, ça va être assez compliqué. Mais par contre, on a restreint l'espace dans lequel, on a restreint le choix possible de l'uniformité différentielle. On a une très bonne borne supérieure dessus en fait. Et un fait très important en fait, c'est que quand n est pair, on peut échanger les composantes de la fonction inverse comme on veut, quel que soit f et quel que soit gamma, on n'obtiendra jamais de fonction APN. Et ça, c'est un résultat qui est assez intéressant aussi. Et parce que la fonction inverse, en fait, elle intéresse beaucoup de monde, c'est la fonction qui est utilisée notamment dans l'AES, qui est le standard de chiffrement par bloc. Donc si on revient à nos permutations creuses, en fait, on prend la trace d'un monôme ici. Donc on a les conditions, comme avant, du théorème qu'on aurait appliqué un petit peu. On prend gamma dans ce sous-corps-là, dans le sous-corps. Et donc la forme de la permutation qu'on obtient, c'est celle-là, et on n'arrive pas vraiment à restreindre plus, à avoir une meilleure valeur de l'uniformité différentielle que en fait, les bandes qu'on a montrées précédemment. Bon, ça c'est encore très intéressant. C'est un petit peu, on a perdu quelque chose par contre par rapport à la classe que j'ai présentée avant, c'est que comme le degré algébrique de ça en fait c'est n-1, l'inverse, comme c'est la fonction inverse, elle est involutive, ça sera aussi n-1, et du coup l'inverse de cette fonction-là sera un tout petit peu moins creuse quand même. Mais a priori, c'est pas grave, on a quand même une bonne classe de fonctions qui ont des bonnes uniformités différentielles et a priori des bonnes non-linéarités, mais c'est pareil, c'est un tout petit peu plus dur à montrer sur cette famille-là. Et donc en conclusion,
En conclusion, c'était assez compliqué de travailler sur la non-linéarité, mais on a essayé de faire des choses, ça reste du travail qu'on pourrait faire. Même si on a des bonnes bornes sur l'uniformité différentielle, en général, c'est très difficile quand on spécifie un certain type de fonction. Donc quand on spécifie l'exposant qu'on va mettre dans la trace, c'est assez dur de savoir qu'est-ce que ça va être très précisément. Et on a travaillé sur d'autres classes que je n'ai pas présentées ici dans le papier. Je vous invite à aller le consulter si ça vous intéresse. Et par contre, ce qu'on pourrait encore faire, c'est regarder, il reste encore plein de fonctions de ce type-là, des fonctions creuses qu'on pourrait étudier tant au niveau différentiel que linéaire. Et par exemple, on pourrait prendre ici l'exposant de Casami, qui est aussi un exposant qui donne des fonctions APN. On pourrait aussi se dire, bon, ben, on a pris avec un seul monome, on peut se prendre des binômes, maintenant ça restera quand même assez creux, et qu'est-ce qui se passe? Donc ça ouvre des perspectives de travail, de recherche. Et donc, voilà, ça sera tout. Je vous remercie.